J'ai hérité d'un garage en ruine de mon grand-père, tandis que ma sœur, elle, recevait un magnifique appartement avec vue sur mer à Nice. Quand mon mari l'a appris, après 15 ans de vie commune, il m'a traité d'« idiote inutile » et m'a jeté dehors, sans rien. J'ai alors décidé de me réfugier dans ce garage, le seul bien qui me restait au monde. Mais quand j'ai poussé la lourde porte rouillée, ce que j'ai découvert à l'intérieur n'a pas seulement changé ma vie, cela a exposé un tissu de mensonges si horrible que j'ai cru en perdre la raison. Avant de vous raconter tous les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant ce récit avec vous. Maintenant, revenons à ce jour qui a fait basculer ma vie. Tout a commencé par un appel du notaire. La voix était grave, solennelle. La lecture du testament de mon grand-père, Jean-Pierre, aurait lieu la semaine suivante. Un frisson m'a parcouru. Papy Jean-Pierre était toute ma vie. Un homme droit, silencieux, un ancien ingénieur chez Renault, disait-on, qui m'avait élevé après la perte de mes parents. Il était mon roc, mon repère. Sa mort, 3 mois plus tôt, avait laissé un vide immense que je n'arrivais pas à combler. J'avais 45 ans, j'étais bibliothécaire dans une petite ville près de Lyon, et ma vie était simple. Trop simple, peut-être. Mariée depuis 15 ans à Mathieu, je m'étais contentée d'une existence paisible, sans vagues, où mon plus grand bonheur était de prendre soin de notre foyer. Le jour de la lecture du testament, j'étais assise à côté de ma sœur cadette, Chloé. Nous n'avions jamais été très proches. Elle était l'étoile de la famille, ambitieuse, brillante, travaillant dans la finance à l'international. Elle portait un tailleur impeccable, moi, une simple robe que je mettais pour les grandes occasions. Le notaire a commencé sa lecture. Ma gorge s'est nouée. Il parlait de l'appartement de Nice, un 2 pièces avec terrasse et vue sur la promenade des Anglais. Je lègue ce bien à ma petite fille, Chloé, a lu le notaire. Chloé a esquissé un sourire discret. Puis, ce fut mon tour. À ma petite fille, Amélie, je lègue mon garage, situé au 117 rue des Usines, à la périphérie de Lyon. Le silence dans la pièce était assourdissant. Un garage. Un vieux garage dans une zone industrielle. J'ai senti le rouge me monter aux joues. La déception était si violente qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une question d'argent, mais de reconnaissance. Papy me voyait-il donc si peu de choses ? Je suis rentrée à la maison le cœur lourd, le testament serré dans ma main comme une preuve de ma propre insignifiance. Mathieu était dans le salon, lisant le journal. Il a levé les yeux. « Alors, ma chérie ? Papy Jean-Pierre a été généreux ? » J'ai hésité, puis j'ai tout avoué, d'une petite voix. J'ai parlé de l'appartement de Chloé, puis de mon « garage ». Au début, il a froncé les sourcils, semblant ne pas comprendre. Puis, son visage s'est transformé. La lueur de sympathie dans ses yeux s'est éteinte, remplacée par une froideur que je ne lui connaissais pas. Un garage ? Tu plaisantes, j'espère ? Je secouai la tête, incapable de parler. Il s'est levé d'un bond, son visage déformé par la fureur. Un garage ? Mais quel idiote ! Quelle parfaite idiote inutile ! Ta sœur se dort la pilule sur la Côte d'Azur et toi, tu hérites d'un tas de ferrailles. J'ai toujours su que tu étais un poids mort, Amélie, mais à ce point. Chaque mot était un coup de poignard. L'homme que j'aimais, l'homme pour qui j'avais tout sacrifié, me regardait avec un dégoût absolu. Il a attrapé mon bras si fort que j'ai cru qu'il allait le briser. Tu as une demi-heure pour faire tes valises et disparaître de ma vie, a-t-il sifflé, ses yeux lançant des éclairs. À cet instant, je ne savais pas que ce n'était que le début de mon cauchemar. 15 ans de mariage. 15 ans de repas préparés avec amour, de chemises repassées, de nuits passées à veiller sur lui quand il était malade. 15 ans à croire que nous construisions quelque chose ensemble, notre « nous ». Et tout cela venait d'être balayé par la haine dans les yeux de Mathieu. La douleur était physique, une crampe violente dans mon estomac. Je le regardais, hébété, cherchant une trace de l'homme que j'avais épousé. Je n'y voyais qu'un étranger cruel. Mathieu, cette maison, on l'a achetée ensemble, ai-je réussi à murmurer, la voix brisée. Il a éclaté d'un rire sec,
un son horrible qui a fait vibrer les murs. Ensemble? Avec ton salaire de misère? Tu payais à peine les factures d'électricité. C'est moi qui ai remboursé chaque centime du crédit. Cette maison est à moi, Amélie. À moi. Il a pointé un doigt accusateur vers la porte. Dehors. Je ne veux plus jamais te voir. N'ayant plus la force de discuter, je suis montée à l'étage, les jambes tremblantes. Chaque marche était une torture. J'ai ouvert la porte de notre chambre, cet espace que je croyais être notre sanctuaire. Il m'a suivi. Alors que je sortais une vieille valise du placard, il a commencé à vider mes tiroirs par terre, avec une rage destructrice. « Dépêche-toi, le temps presse », grognait-il. Et puis, il a fait quelque chose d'encore plus cruel. Quelque chose qui a brisé le peu de dignité qu'il me restait. Il a sorti son téléphone, a composé un numéro et a mis le haut-parleur. « Allô, Marc ? Tu ne devineras jamais. C'est Amélie, oui, ma femme. Elle vient d'hériter, attends, tu vas rire, d'un garage. » J'ai entendu le rire gras de Marc, notre ami, notre témoin de mariage, à l'autre bout du fil. « Non, tu déconnes, s'est-il esclaffé. Un garage ? Et sa sœur ? Un appart à Nice, mon pote. La grande classe. Comme je te l'ai toujours dit, j'ai épousé la mauvaise sœur. Une vraie ratée. Je suis en train de la mettre à la porte. Enfin libérée. Mon sang s'est glacé. Il parlait de moi comme d'un déchet, et notre ami riait avec lui. J'ai attrapé mes vêtements à la hâte, les larmes me brûlant les yeux, la honte m'étouffant. J'ai bouclé ma valise, une collection pathétique de ma vie passée. En bas, j'ai posé la clé de la maison sur la table basse. Le petit porte-clés en forme de cœur que je lui avais offert semblait se moquer de moi. « Adieu, Mathieu », ai-je dit d'une voix blanche. Il n'a même pas répondu. Il s'est juste retourné, me tournant le dos. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sec, final. Dehors, une pluie fine d'automne commençait à tomber, se mêlant à mes larmes. Je me suis assise sur un banc, ma valise à mes pieds. Où aller ? Mes parents étaient décédés depuis des années. Chloé ? Après cet héritage, elle ne voudrait certainement pas de moi. Les amis ? Mathieu s'était arrangé pour m'isoler de tout le monde au fil des ans. J'étais seule. Terriblement seule. J'ai sorti mon portefeuille. Quelques billets, une carte bancaire avec à peine 300 € dessus. Pas assez pour un hôtel plus d'une nuit ou deux. La panique commençait à me gagner. Et puis, une idée a surgi dans mon esprit, comme une bouée de sauvetage dérisoire. Le garage. Ce garage qui avait causé ma ruine. C'était le seul toit qui m'appartenait désormais. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé l'adresse dans le GPS. La zone industrielle des usines. À 40 minutes en bus. Le trajet semblait durer une éternité. Le bus sentait le renfermer, et par la fenêtre, je voyais défiler la ville qui avait été la mienne, mais qui m'était désormais étrangère. Le GPS m'a finalement mené vers une zone industrielle sombre et désolée, bordée d'entrepôts silencieux. La pluie redoublait. J'ai trouvé le garage numéro 117, une ruine à la porte métallique rongée par la rouille. J'ai sorti la vieille clé que le notaire m'avait donnée. Elle était lourde, ornée. J'ai essayé de l'insérer dans la serrure oxydée. Rien. Elle ne bougeait pas. J'ai poussé, forcé, en vain. Le désespoir, froid et mordant, m'a submergé. Allais-je devoir dormir ici, dans la rue, sous la pluie ? J'ai posé mon front contre le métal glacial, et j'ai murmuré, « Pourquoi, papy ? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Et comme en réponse à ma question, j'ai entendu un léger déclic. Le déclic était si faible que j'ai d'abord cru l'avoir imaginé. J'ai retiré mon front du métal froid et j'ai regardé la serrure avec incrédulité. J'ai tourné la clé à nouveau, cette fois sans forcer, et elle a pivoté dans un grincement doux. Mon cœur battait la chamade. J'ai tiré la poignée et la lourde porte métallique s'est ouverte en gémissant, révélant une obscurité totale. L'air à l'intérieur était frais, sec, avec une vague odeur d'huile et de cuir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai activé la lampe de poche.
Le faisceau lumineux a balayé l'espace. Le sol en béton était étonnamment propre, sans la poussière et les toiles d'araignée que j'attendais. Et puis, la lumière a accroché quelque chose au centre de la pièce. Une forme massive, recouverte d'une vieille bâche en toile épaisse. La curiosité a pris le pas sur la peur et le chagrin. J'ai avancé prudemment, ma petite valise roulant bruyamment sur le ciment. Qu'est-ce que papy pouvait bien entreposer ici? De vieux meubles? Des outils? Ma main tremblait légèrement en se tendant vers la bâche. Le tissu était lourd, rêche. J'ai attrapé un coin et j'ai tiré. La bâche a glissé lentement, dans un bruit feutré, dévoilant ce qu'elle cachait. J'ai eu le souffle coupé. C'était une voiture. Mais pas n'importe quelle voiture. Une Citroën DS 21 Palace, d'un bleu nuit si profond qu'il semblait absorber la lumière. Les chromes étincelaient, la carrosserie était impeccable, sans la moindre rayure. Elle semblait neuve, comme si elle venait de sortir de l'usine hier, et non 50 ans plus tôt. Je ne suis pas une experte en voiture, mais même moi, je pouvais voir que c'était un trésor. Une pièce de collection qui devait valoir une fortune. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette voiture, elle est magnifique. Elle était bien plus qu'un simple héritage, c'était une énigme. Mais attendez, ce n'est pas tout. En y pensant, un souvenir m'est revenu. Papy Jean-Pierre. Il parlait rarement de son passé, mais je me souviens d'une après-midi, dans son petit jardin en Normandie, où il m'avait parlé de sa toute première voiture, une DS qu'il avait achetée avec sa première prime d'ingénieur. Il l'avait vendue, disait-il, pour acheter une voiture familiale plus pratique à la naissance de mon père. Il avait menti. Il l'avait gardée, cachée ici toutes ces années. Pourquoi? Mon regard a continué à explorer le garage. Dans un coin, une petite table de travail en bois. Et dessus, une boîte, également en bois, finement sculptée. Intrigué, je me suis approché. Le couvercle s'est soulevé sans effort. À l'intérieur, sur un lit de velours rouge décoloré par le temps, reposait une seule enveloppe jaunie. Mon nom y était inscrit, de l'écriture anguleuse et reconnaissable de mon grand-père, ma chère Amélie, à ouvrir le moment venu. Le moment venu. Comment aurait-il pu savoir? Comment aurait-il pu deviner que mon mari me chasserait, que je me retrouverais seule et sans abri, dans ce garage précis? Je me suis assise sur un vieux tabouret, la voiture magnifique et silencieuse à mes côtés, et j'ai commencé à trembler. Mon grand-père n'était pas l'homme que je croyais. Cet héritage n'était pas une insulte. C'était un message. Un message venu d'outre-tombe. À ma place, après une telle trahison de la part de votre mari, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cherché à comprendre, ou seriez-vous parti sans vous retourner? Je suis vraiment curieuse de lire vos avis dans les commentaires. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Le papier était fragile, presque transparent. La lettre commençait par ces mots: si tu lis ceci, c'est que le moment est venu pour toi de connaître la vérité. Pas seulement sur moi, mais sur l'homme que tu as épousé. Je tenais la lettre entre mes doigts, mon cœur battant si fort que je l'entendais résonner dans le silence du garage. La vérité sur l'homme que j'avais épousé. Chaque fibre de mon être me criait de lire la suite, mais une partie de moi avait peur. Peur de ce que j'allais découvrir. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur de cuir et de métal froid emplissant mes poumons, et j'ai continué ma lecture. Ma chère Amélie, écrivait mon grand-père, pardonne-moi pour ce secret que j'ai gardé si longtemps. Ma vie n'a pas été celle d'un simple ingénieur. C'était une couverture. Pendant plus de 30 ans, j'ai travaillé pour la DGSE. Mon domaine était le contre-espionnage industriel. Je protégeais les secrets de notre pays. DGSE? J'ai dû relire la phrase plusieurs fois. Mon papy, cet homme si discret qui m'apprenait à reconnaître le chant des oiseaux, était un espion. C'était insensé. On aurait dit le scénario d'un mauvais film. La lettre continuait: cette DS n'est pas qu'une voiture. C'est un de mes anciens outils de travail. Elle est équipée de compartiments secrets. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est toi, et l'homme qui partage ta vie. Mathieu. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais eu confiance en lui, Amélie. Dès le premier jour où tu nous l'as présenté, j'ai senti quelque chose de faux.
Avec mes anciens contacts, j'ai fait quelques recherches discrètes. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Mathieu n'est pas le simple cadre bancaire qu'il prétend être. Ses voyages d'affaires fréquents, ses revenus inexplicables. Il est impliqué dans des affaires très louches, du blanchiment d'argent à grande échelle. Je secouai la tête, refusant d'y croire. C'était impossible. Mathieu, un criminel? C'était mon mari, l'homme avec qui je partageais mon lit. Je sais que c'est difficile à accepter, continuait la lettre, comme s'il lisait dans mes pensées. C'est pour cela que je n'ai rien dit. Tu étais l'amoureuse. Et je ne voulais pas te détruire. J'ai donc choisi de te préparer une issue de secours, au cas où le pire arriverait. Si tu lis cette lettre, c'est que ce jour est là. Au bas de la page, il y avait un post-scriptum. Dans cette enveloppe, tu trouveras une clé. Elle n'ouvre pas la voiture. Elle ouvre une cachette, dans le tableau de bord, à droite de la boîte à gants. Utilise cette clé. Elle ouvre plus qu'une simple cachette. Elle ouvre la porte de ta nouvelle vie. J'ai trouvé la petite clé, élégante et froide, au fond de l'enveloppe. D'un pas hésitant, j'ai ouvert la portière de la déesse. L'intérieur était aussi parfait que l'extérieur. Je me suis glissé sur le siège en cuir, qui a soupiré sous mon poids. J'ai passé mes doigts sur le bois précieux du tableau de bord et j'ai trouvé une minuscule fente, presque invisible. Le cœur battant, j'ai inséré la clé. Un clic discret s'est fait entendre et une petite partie du tableau de bord a pivoté, révélant une cavité sombre. J'ai éclairé l'intérieur avec mon téléphone. Une petite boîte en métal s'y trouvait. Je l'ai sortie, elle était froide et lourde. Je l'ai ouverte. Ce que j'y ai trouvé m'a fait halter. C'était un passeport français officiel, au nom d'Amélie Girard. Et la photo, c'était la mienne, mais une version plus jeune de quelques années. Il y avait aussi un permis de conduire au même nom, une carte bancaire d'une banque suisse, et une liasse de billets, des euros et des francs suisses. Une fortune. Il y avait un trousseau de clés avec une adresse à Paris. Et enfin, au fond de la boîte, une dernière note de mon grand-père. Un simple bout de papier avec un nom et un numéro de téléphone, Bernard. Si les choses tournent vraiment mal, contacte-le. Dis-lui que le rossignol chante à l'aube, point. J'ai refermé la boîte, le cerveau en ébullition. Mon grand-père ne m'avait pas laissé un garage. Il m'avait laissé une nouvelle identité, une nouvelle vie, une porte de sortie. Il avait tout prévu. La trahison de Mathieu, ma chute. Il m'avait donné les moyens de disparaître et de recommencer. J'avais maintenant les outils pour m'échapper, mais je n'avais aucune idée du nid de vipères dans lequel j'étais sur le point de mettre les pieds. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise dans le silence glacial du garage, avec la Citroën DS comme seule compagne, j'ai relu la lettre de mon grand-père encore et encore. Chaque mot était à la fois un réconfort et un fardeau. Il m'avait offert une échappatoire, mais il m'avait aussi laissé avec une vérité terrifiante sur l'homme que j'avais aimé pendant 15 ans. Au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à travers la lucarne sale du garage, ma décision était prise. Je ne serais plus la victime. Je n'allais pas seulement fuir. J'allais comprendre. Je suis sortie du garage, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis dirigée vers la gare la plus proche, ma petite valise et mon sac contenant la boîte en métal comme seul bagage. J'ai acheté un billet de train pour Paris. Amélie, la bibliothécaire de province, était en train de mourir. Amélie Girard était sur le point de naître. Le voyage en TGV a été un tourbillon de pensées. Je regardais la campagne française défiler à toute vitesse, mais mon esprit était ailleurs. Qui était vraiment Mathieu? Quelle était l'ampleur de ces affaires? Et Chloé, ma propre sœur, savait-elle quelque chose? Je me sentais incroyablement seule, mais aussi, pour la première fois de ma vie, animée par une étrange détermination. La peur était là, bien sûr, une boule froide dans mon ventre, mais elle était supplantée par une soif de justice. Arrivé à la gare de Lyon à Paris, j'ai pris un taxi. Rue de Rivoli, s'il vous plaît, ai-je dit au chauffeur, la voix plus assurée que je ne le pensais. L'adresse laissée par mon grand-père se trouvait dans un magnifique immeuble haussmannien du 6e arrondissement. Le luxe discret de l'endroit contrastait violemment avec ma vie passée. J'ai poussé la lourde porte cochère.
Un concierge en uniforme, un homme âgé à la moustache soignée, était assis derrière un bureau en marbre. Il a levé les yeux de son journal et m'a souri. « Bonjour Madame Girard. Nous vous attendions. » Monsieur Dubois avait tout arrangé. Mon cœur a fait un bond. Girard. Il m'avait appelé Girard. Le plan de mon grand-père était encore plus élaboré que je ne l'imaginais. Le concierge m'a tendu une clé. Votre appartement est au 4e étage. J'espère que vous vous y plairez. J'ai pris l'ascenseur, une vieille cage en fer forgé et en bois, et je suis monté. J'ai ouvert la porte de l'appartement. La lumière inondait un immense salon, avec des moulures au plafond, une cheminée en marbre et de grandes fenêtres donnant sur une cour intérieure paisible. L'appartement était entièrement meublé, avec un goût exquis. Des livres d'art étaient posés sur la table basse, des fleurs fraîches dans un vase. J'ai exploré chaque pièce comme dans un rêve. La cuisine était ultra moderne. La chambre avait un grand lit confortable et un dressing. J'ai ouvert le dressing. Il était rempli de vêtements pour femmes, des robes, des tailleurs, des chaussures, et tout était à ma taille. C'était vertigineux. Mon grand-père avait pensé à tout. Il n'avait pas seulement préparé un refuge, il avait créé une vie entière pour moi. Dans la salle de bain, j'ai trouvé mes produits de beauté préférés. Sur la table de nuit, une pile de romans policiers, mon genre de prédilection. C'était à la fois merveilleux et terrifiant. Je me sentais enfin en sécurité, protégée par l'ombre bienveillante de mon grand-père. J'ai commencé à déballer ma petite valise, mes vieux vêtements semblant déplacés dans cet univers de luxe. Et c'est là, dans le bureau, une pièce tapissée de livres du sol au plafond, que je l'ai trouvée. Derrière une rangée de classiques de la littérature française qui pouvaient coulisser, il y avait un coffre-fort mural. Le vrai choc de ma vie m'attendait à l'intérieur. Mon pouls s'est accéléré. Un coffre-fort. Le plan de mon grand-père avait encore une autre couche de complexité. Il n'y avait pas de clé, juste un pavé numérique. J'ai réfléchi. Quel code aurait-il pu choisir? La réponse m'est venue comme une évidence, sa date de naissance. J'ai tapé les 6 chiffres. Un voyant vert s'est allumé et la lourde porte en acier s'est ouverte sans un bruit. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. L'intérieur ne contenait pas d'argent, ni de bijoux. Il contenait des dossiers. Plusieurs dossiers cartonnés, épais, méticuleusement étiquetés. Le premier était intitulé « Mathieu ». J'ai hésité une seconde, puis je l'ai sorti et je l'ai ouvert sur le bureau en acajou. La première chose que j'ai vue était une photo. Mathieu, souriant, sur le pont d'un yacht, un verre de champagne à la main. À ses côtés, un homme politique très connu que je voyais souvent à la télévision. J'ai tourné la page. D'autres photos. Mathieu sortant de banque privée à Genève et au Luxembourg. Mathieu en grande conversation avec des hommes d'affaires russes à l'air menaçant. C'était le monde secret de mon mari. Un monde de pouvoir et d'argent sale, à des années-lumière de notre petite vie tranquille à Lyon. La colère a commencé à monter en moi, une colère froide et tranchante. Cet homme avait vécu un double jeu pendant toutes ces années. Mais le pire était à venir. J'ai pris un deuxième dossier, plus fin, intitulé « Chloé ». Pourquoi ma sœur aurait-elle un dossier? J'ai ouvert. Et là, le monde s'est effondré sous mes pieds. La première page était une photo. Une photo prise au téléobjectif, floue sur les bords, mais parfaitement nette au centre. On y voyait une terrasse de café à Monaco. 2 personnes, assises très proches l'une de l'autre. Mathieu et Chloé. Ma sœur. Ils ne parlaient pas. Ils se tenaient la main par-dessus la table. Le regard que Mathieu posait sur elle, c'était un regard que je n'avais jamais vu. Un regard de désir, de complicité. La date était estampillée en bas de la photo, il y a 3 ans. J'ai tourné les pages, les mains moites. Les photos devenaient de plus en plus explicites. Mathieu et Chloé sortant d'un hôtel de luxe. Mathieu et Chloé s'embrassant passionnément dans une voiture. Chaque image était un nouveau coup de couteau dans mon cœur. Ma propre sœur. La petite sœur que j'avais protégée, que j'avais consolée. Elle était la maîtresse de mon mari. Non, c'était pire que ça. Les documents qui suivaient le prouvaient.
Des relevés bancaires. Des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros effectués par Mathieu vers un compte en Suisse. Un compte au nom de Chloé. Des actes de création de sociétés écran à Panama, où leurs deux noms apparaissaient comme co-gérants. Ils n'étaient pas seulement amants. Ils étaient partenaires. Complices. Le bel appartement de Nice que Chloé avait hérité, elle se l'était probablement payé avec l'argent volé par mon mari. J'ai repoussé le dossier, la nausée me montant à la gorge. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. La trahison n'était pas simple. Elle était double, absolue, monstrueuse. Mon mariage était un mensonge. Ma relation avec ma sœur était une farce. J'étais la dupe dans une pièce de théâtre sordide qu'il jouait depuis des années. Je suis retournée dans le bureau, les jambes flageolantes. Les larmes ne coulaient plus. À la place, une rage glaciale s'est emparée de moi. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. J'ai alors compris que l'héritage de mon grand-père n'était pas un cadeau. C'était une arme. Et j'allais apprendre à m'en servir. Pendant 2 jours, je suis restée enfermée dans l'appartement parisien, un fantôme errant au milieu d'un luxe qui n'était pas le mien. Je n'ai presque pas mangé, ni dormi. J'ai passé des heures à éplucher les dossiers de mon grand-père. Chaque page révélait une nouvelle facette de la corruption de Mathieu et de la complicité de Chloé. C'était un réseau complexe, international, une toile d'araignée de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Papy Jean-Pierre avait tout documenté avec une précision chirurgicale. Il m'avait donné les clés non seulement pour comprendre, mais aussi pour détruire leur empire. La question était, comment ? Je ne pouvais pas aller à la police. Ces gens avaient des contacts haut placés. Ils étoufferaient l'affaire et je me retrouverais en danger. C'est alors que le nom d'un homme m'est revenu en mémoire. Julien Moreau. Un journaliste d'investigation pour Mediapart, célèbre pour avoir fait tomber plusieurs personnalités politiques grâce à ses enquêtes rigoureuses. Mon grand-père le mentionnait souvent, avec un rare respect. C'était un risque, mais c'était le seul que je pouvais prendre. J'ai acheté un téléphone prépayé et je l'ai appelé, utilisant mon nouveau nom, Amélie Girard. Je lui ai dit que je possédais des informations explosives sur un réseau de fraude fiscale impliquant des personnalités de premier plan. Il a été sceptique, bien sûr, mais j'ai mentionné un nom, un seul, celui du politicien sur la photo du yacht avec Mathieu. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Rendez-vous demain, 10h, au Café Le Progrès, rue de Bretagne, a-t-il dit. Le lendemain, j'étais terrifiée. J'ai choisi des vêtements simples, j'ai caché mes cheveux sous un chapeau. J'avais fait des copies de quelques documents clés, laissant les originaux en sécurité dans le coffre. Julien Moreau était plus jeune que je l'imaginais, la trentaine, le regard vif et intelligent. Je lui ai exposé les faits, sans mentionner mon lien personnel avec Mathieu ou Chloé. Je n'étais qu'une source. Il m'a écouté attentivement, posant des questions précises, pertinentes. Il a examiné les copies. C'est du solide, a-t-il admis. Mais c'est aussi une bombe atomique. Vous savez le risque que vous prenez ? J'ai hoché la tête. Je le sais. Il a accepté de lancer l'enquête. À ce stade, je prenais un risque énorme. Je mettais ma vie entre les mains d'un inconnu. Mais parfois, pour obtenir justice, il faut faire confiance à son instinct. Et mon instinct me disait que Julien était le bon choix. Restez avec moi pour voir si j'ai eu raison. Une semaine plus tard, le premier article est sorti. Il ne nommait personne, mais décrivait avec une précision accablante le fonctionnement du réseau, les montages financiers, les paradis fiscaux. L'effet a été immédiat. Le monde politique et financier était en émoi. Je suivais tout depuis mon appartement, à la fois effrayé et exalté. Le plan se mettait en marche. Et puis, 2 jours après la publication, on a sonné à ma porte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé par le Judas. C'était Chloé. Elle était seule. Son visage était ravagé, ses yeux cernés par la panique. Elle a sonné à nouveau, puis a frappé doucement. Amélie, je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ta vie est en danger. Son avertissement était-il sincère, ou était-ce un autre piège ? Je suis restée immobile derrière la porte, retenant ma respiration.
La voir là, sur mon paillasson, a ravivé une vague de colère si intense qu'elle m'a presque submergée. Ma première impulsion a été de l'ignorer, de la laisser là avec ses mensonges. Mais sa voix était brisée par une peur authentique. Une peur qui ne semblait pas feinte. « Amélie, s'il te plaît », a-t-elle supplié, sa voix étouffée par les sanglots. Ils savent que la fuite vient de l'intérieur. Ils cherchent la source. Mathieu est fou de rage. Tu ne te rends pas compte à quel point ces gens sont dangereux. Après une longue hésitation, j'ai tourné le verrou. Je ne l'ai pas fait par pitié pour elle, mais par besoin de savoir. J'ai ouvert la porte juste assez pour la laisser entrer, puis je l'ai refermée à double tour. Elle se tenait au milieu de mon salon, l'air égaré, si différente de la femme d'affaires sûre d'elle que j'avais toujours connue. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé froidement. « Papy », a-t-elle murmuré. Avant de mourir, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il t'avait préparé une issue de secours. Il espérait que si le moment venait, je choisirais le bon camp. Il m'a donné cette adresse, en me faisant jurer de ne l'utiliser que pour te protéger. Je l'ai regardé, incrédule. Mon grand-père avait-il vraiment tout anticipé à ce point? Avait-il même anticipé la possible rédemption de Chloé? Tu as une drôle de façon de me protéger, ai-je craché, le venin dans ma voix. En couchant avec mon mari? En l'aidant à monter ses arnaques? Elle a baissé la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je sais, Amélie. Il n'y a pas d'excuse. J'ai été faible, avide, stupide. Au début, c'était l'argent, le pouvoir. Ça me grisait. Mathieu m'a entraîné là-dedans. Et une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, tu ne peux plus en sortir. Ils ont des dossiers sur toi, ils te tiennent. Elle a relevé les yeux, son regard rempli de désespoir. Mais ce réseau, c'est bien pire que ce que tu imagines. L'argent n'est qu'un outil. Il sert à financer des opérations bien plus sombres. Des déstabilisations politiques, des ventes d'armes, des choses que tu ne peux même pas imaginer. Mon sang s'est glacé. L'enquête de mon grand-père allait bien au-delà d'une simple fraude fiscale. Pourquoi tu me dis ça maintenant, ai-je demandé, méfiante. Parce que l'article de Moreau a mis le feu aux poudres. Ils ne vont pas se contenter de chercher la source. Ils vont l'éliminer. Et ils ne s'arrêteront pas avant de t'avoir trouvé. Tu dois partir, Amélie. Disparaître pour de bon. Et te laisser, toi et Mathieu, continuer vos petites affaires, ai-je répliqué, sarcastique. Non, a-t-elle dit fermement. Je suis venue pour t'aider. Je veux que tout s'arrête. Je vais te donner ce qu'il te manque. Les preuves ultimes. Les noms des vrais commanditaires, les comptes bancaires principaux, les enregistrements. Tout ce qu'il faut pour les faire tous tomber. Elle a sorti une petite clé USB de son sac et l'a posée sur la table. Ceci est ma rédemption. Et peut-être ma condamnation à mort. Mais je te le dois bien. Pouvais-je faire confiance à la femme qui avait partagé le lit de mon mari pendant des années? C'était un pari insensé. Mais en regardant le désespoir sincère dans ses yeux, j'ai compris que c'était peut-être le seul pari qui pouvait me permettre de gagner cette guerre. J'ai fixé la clé USB sur la table. Elle était si petite, si insignifiante, mais elle contenait le pouvoir de déclencher un tremblement de terre. Pourquoi, ai-je demandé une dernière fois, la voix basse. Pourquoi prendre un tel risque? Parce que je suis fatiguée d'avoir peur, a répondu Chloé, les yeux brillants. Et parce que malgré tout, tu es ma sœur. Je ne peux pas te laisser affronter ça seule. J'ai pris la clé USB. C'était le point de non-retour. Que vas-tu faire maintenant, lui ai-je demandé. Disparaître. Avant eux, a-t-elle dit. J'ai un peu d'argent de côté qu'ils ne connaissent pas. Je vais tenter ma chance ailleurs. Faites attention à toi, Amélie. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Papy serait fier de toi. Et elle est partie. Dès qu'elle a franchi le seuil, j'ai agi. J'ai appelé Julien Moreau sur mon téléphone sécurisé. J'ai tout. Le cœur du réacteur. Il faut qu'on se voie. Tout de suite. Il a compris l'urgence. Nous avons convenu d'un lieu de rendez-vous improbable, le marché d'Aligre, un endroit bondé où il serait facile de se fondre dans la masse.
J'ai glissé la clé USB dans ma poche, j'ai pris un sac contenant les dossiers originaux, et j'ai quitté l'appartement pour la dernière fois. Dans le taxi qui m'emmenait vers le 12e arrondissement, j'ai eu la nette impression d'être suivie. Une berline noire, que j'avais déjà remarquée en bas de mon immeuble, se maintenait à une distance constante. Le piège était en train de se refermer. Arrivé près du marché, j'ai payé le taxi et je me suis engouffré dans la foule bruyante et colorée. Les odeurs d'épices, de fromage et de fleurs se mélangeaient dans l'air. J'ai repéré Julien près d'un étal de fruits de mer. Mais j'ai aussi vu deux hommes, grands, en costume sombre, qui balayaient la foule du regard. Ils me cherchaient. La panique m'a saisi. J'ai fait signe à Julien de ne pas bouger et j'ai plongé dans le marché couvert. C'était un labyrinthe de stands et de gens. J'entendais des pas précipités derrière moi. Ils m'avaient vu. J'ai renversé un cajot de pommes pour leur barrer la route, me suis faufilé entre une grand-mère et son chariot de course, et j'ai débouché sur une petite rue adjacente. J'ai vu Julien qui avait compris et qui m'attendait de l'autre côté. J'ai couru vers lui. Ils sont là, ai-je haleté. Prends ça. Je lui ai fourré le sac contenant les dossiers et la clé USB dans les bras. Tout y est. Publie tout. Ne t'arrête pas. Et toi, a-t-il demandé, le visage grave. Je dois disparaître. Pour de bon, cette fois. Les deux hommes sortaient du marché, nous ayant repérés. Va, ai-je crié à Julien. Il a hésité, puis a tourné les talons et a disparu dans une rame de métro qui arrivait à quai. Je me suis retourné pour faire face à mes poursuivants. Mais au lieu de venir vers moi, ils se sont arrêtés, et l'un d'eux a porté la main à son oreille, comme s'il recevait un ordre. Puis, ils ont fait demi-tour et sont repartis calmement. J'étais libre. Pour l'instant. J'ai compris. Leur cible principale n'était pas moi. C'était la clé USB. Mais maintenant, elle était entre de bonnes mains. Mon rôle était terminé. J'ai marché sans me retourner. J'ai trouvé le parking souterrain que mon grand-père m'avait indiqué dans ses notes. À la place 42, une simple Peugeot 308 grise m'attendait, les clés sur le contact et une enveloppe sur le siège passager. À l'intérieur, un dernier mot de Papy Jean-Pierre, la liberté a un prix. Tu as payé le tien. Maintenant, va et sois heureuse. Tu le mérites. C'était l'heure de disparaître. J'ai démarré la voiture et je me suis engagé dans le flot de la circulation, quittant Paris sans un regard en arrière. 5 ans ont passé. 5 années de silence, de reconstruction, de paix. Les articles de Julien Moreau, basés sur les informations que je lui avais fournies, ont déclenché la plus grande tempête politico-financière que la France ait connue. C'était un scandale tentaculaire, qui a été baptisé par la presse, l'affaire du Rossignol, en hommage au mot de passe que mon grand-père m'avait laissé. Des têtes sont tombées. Des ministres ont démissionné, des PDG ont été arrêtés. Mathieu, trahi par les siens qui cherchaient à sauver leur peau, a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour haute trahison et association de malfaiteurs. Son empire, bâti sur le mensonge et la cupidité, s'est effondré comme un château de cartes. Quant à Chloé, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. A-t-elle réussi à disparaître? A-t-elle été rattrapée par son passé? Je l'ignore. Parfois, la nuit, je prie pour qu'elle ait trouvé la paix, loin de tout ça. Peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseront à nouveau. Ou peut-être pas. Certaines blessures ne se referment jamais complètement. Aujourd'hui, je ne suis plus Amélie, la bibliothécaire trompée. Je suis Amélie Girard. Je vis dans un petit village perché dans le Luberon, en Provence. J'ai utilisé une partie de l'argent de mon grand-père pour acheter une vieille bergerie en pierre que j'ai rénovée. J'ai ouvert une petite librairie salon de thé sur la place du village. Elle s'appelle Le Rossignol. C'est ma façon de rendre hommage à Papy Jean-Pierre. Mes journées sont rythmées par l'odeur du papier et du café, par les conversations tranquilles avec mes clients, par le chant des cigales l'été et le crépitement du feu dans la cheminée l'hiver. J'ai appris à jardiner. Mon petit jardin est rempli de lavande et de romarin. J'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais cru possible. Je ne regarde plus en arrière. La femme que j'étais, cette femme timide et effacée qui laissait les autres décider de sa vie, me semble être une étrangère. La trahison de Mathieu et Chloé,
aussi douloureuse fut-elle, a été un électrochoc. Elle m'a forcé à puiser au fond de moi une force que j'ignorais posséder. L'héritage de mon grand-père n'était pas le garage, ni la voiture, ni même l'argent. Son véritable héritage, c'était sa foi en moi. Il avait vu la femme que je pouvais devenir bien avant que je ne la voie moi-même. Il m'a donné les outils, non pas pour fuir, mais pour me battre et pour renaître. Parfois, la vie nous pousse dans nos derniers retranchements, elle nous brise en 1000 morceaux pour nous forcer à découvrir la force que nous ignorions posséder. Mon histoire est peut-être extrême, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont dû, à un moment de leur vie, se battre contre la trahison, l'injustice ou le simple mépris. Vous avez dû vous relever quand tout semblait perdu. Partagez vos expériences dans les commentaires. Racontez-nous comment vous avez trouvé la force de vous reconstruire. Votre histoire, vos mots, pourraient être la lueur d'espoir dont une autre personne a désespérément besoin aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like si mon histoire vous a touché et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de vie, de courage et de résilience. Merci de m'avoir écouté.